Bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré au plug and charge et à la norme ISO 1518. Je suis Jean-Marc Rive, le directeur technique de JREV. Nous allons décrire ce qu'est le plug and charge, ce qu'est la norme 1518 et l'intérêt de cette fonctionnalité et des déploiements de cette norme. Pourquoi est-il pertinent de la déployer? Comment cela fonctionne? Et qui dans l'écosystème de l'électromobilité est impliqué pour ce déploiement. Nous verrons aussi les services que JREV peut fournir pour accompagner l'écosystème dans ce déploiement, comment JREV répond aux besoins des uns et des autres. Et on pourra conclure aussi sur notre vision du plug and charge et de la gouvernance qu'il est nécessaire d'établir autour de ce service. Mais tout d'abord, quelques mots sur JREV. On connaît bien JREV pour les services liés à la recharge et au roaming, mais nos activités sont plus larges. Nous sommes aussi en capacité de travailler et d'analyser tout un ensemble de données que l'on voit passer, que l'on collecte au travers de nos activités de roaming. Ce qui nous permet d'avoir un point de vue unique en France et en Europe sur l'infrastructure de recharge, sa localisation, les types d'usages que l'on voit, la répartition en termes de puissance, en termes de mode d'accès, etc. Et de ce panorama de données qui est unique sur l'infrastructure et ses usages, nous permettent d'étayer une activité de conseil, d'accompagnement des acteurs du marché de l'électromobilité, que ce soit au sens de l'infrastructure ou avec des études et des analyses ciblées sur la meilleure implantation des infrastructures de recharge à venir, mais aussi sur des entrées sur le marché français et européen pour des nouveaux acteurs. Nous sommes aussi en mesure d'apporter, au-delà du conseil, de la formation, qu'elle soit opérationnelle, technique ou de l'accompagnement plus stratégique. Nous sommes aussi très impliqués sur l'avenir de l'électromobilité avec son intégration dans les problématiques énergétiques qui sont ici représentées par le mot Smart Mobility, les problématiques énergétiques de Smart Charging, de Smart City, mais si on va au-delà aussi d'intégration des services de recharge dans l'ensemble des services de mobilité qui sont souvent regroupés sous le terme de MaaS, Mobility as a Service. Que ce soit au sens de l'intégration dans les plateformes de Mobility as a Service, mais aussi de bouquet de services de mobilité qui intègrent la recharge. Ce domaine est un domaine sur lequel nous commençons à développer des services, mais qui est aussi un axe pour nous de recherche et développement et d'accompagnement des stratégies, que ce soit des acteurs locaux, des aménageurs locaux ou des opérateurs du marché. Sur ce volet, cet éventail de services, vous voyez aussi tout à gauche le volet cybersécurité, et c'est le volet que l'on va explorer. Enfin, on va explorer une partie de ce volet aujourd'hui avec le plug and charge et la 1518. Notre vocation ici est de délivrer des services de cybersécurité généraux dans le monde de l'électromobilité. Aujourd'hui, ces services comprennent les services liés à la 1518, au plug and charge, que l'on va détailler aujourd'hui, mais ont vocation à s'étendre sur toutes les problématiques de cybersécurité de la mobilité électrique et de son intégration dans le monde de l'énergie. Donc, vous avez compris que JREV était au-delà de l'activité classique et bien connue du roaming, un acteur qui tend à délivrer un ensemble de services complets sur le scope complet des problématiques, qu'elles soient d'infrastructure, d'opération de services, d'intégration dans la Smart City, de cybersécurisation et de gestion de données du conseil. On peut aussi regarder sur ce volet de cybersécurité l'histoire de JREV.
L'histoire de JREV et par rapport au sujet de la 1518 et du plug and charge, elle commence en 2018 avec finalement des collaborations initialement avec la FIREV que vous connaissez sans doute, qui est l'association professionnelle des opérateurs de recharge et de mobilité, avec des travaux sur la réalisation, la formalisation d'un livre blanc, d'une position d'abord partagée par la FIREV, puis d'une publication de cette position sous forme d'un livre blanc, des travaux de 2018 et de 2019, qui ont finalement débouché sur un livre blanc qui préconise une organisation de marché et des règles de gouvernance pour que le déploiement de la 1518 puisse se faire dans des bonnes conditions d'équité et de marché ouvert. Nous avons aussi intégré dans cette réflexion la PFA, la plateforme de la filière automobile française, qui regroupe plus de 300 acteurs, évidemment les constructeurs automobiles français, mais les équipementiers aussi, qui eux aussi ont voulu déterminer et construire une position par rapport à ces sujets de la 1518. Principalement en termes de gouvernance. Il faut savoir que depuis cette époque, nous représentons la PFA dans les différents groupes de travail et instances au niveau de la Commission européenne. Et donc ce travail sur les principes et la règle de gouvernance ont été aussi nous ont permis de nous rapprocher de ILAD qui est une fondation hollandaise et qui est très active sur le monde de l'électromobilité et qui a aussi une action très importante quant à cet écosystème autour du plug and charge, autour de la 1518. Donc nous nous sommes rapprochés d'eux pour animer plusieurs symposiums, plusieurs conférences sur le sujet, en co-animation ou en participant à leurs conférences et leurs événements sur ce sujet. Tout ça nous a amené à participer au groupe de travail de la Commission européenne, qui sont ici indiqués sous le terme de STF, Sustainable Transport Forum, qui sont des groupes de travail actuellement actifs sur le sujet de la standardisation, quelles sont les normes et standards à déployer, voire à intégrer dans les règlements européens, mais aussi groupe de travail sur les conditions de gouvernance et d'équité du marché pour que tout cela fonctionne bien. Vous l'avez donc compris, on est présent et actif sur la question de la gouvernance. On en parlera en fin de présentation. C'est pour nous un élément très, très important, cette notion de gouvernance, pour être sûr que le déploiement de la 1518 n'est pas une occasion de créer des monopoles ou des situations de verrouillage qui seraient très dommageables. Mais nous avons aussi travaillé sur le plan technique. Vous reconnaissez ici des acteurs plus techniques de standardisation que sont Charin, puisque Charin est l'acteur qui anime le standard CCS, comme Levy Rooming Foundation, qui est l'acteur qui gère le protocole OCPI. Et nous travaillons avec ces acteurs depuis des années sur le sujet de la 1518 en particulier. Dans ces instances, nous représentons d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, la PFA et la FIREV. Et dans ces groupes de travail et avec ces acteurs, nous définissons les standards techniques qui sont connexes à la 1518 elle-même. Et d'ailleurs, tout ce dont nous allons parler aujourd'hui autour de la PKI, ce sont des choses qui sont définies et qui sont en cours de définition dans ces groupes de travail. Nous sommes aussi partie prenante et acteurs de l'initiative Mobena, qui est animée par le labo de recherche Institut VDECOM, qui regroupe un très grand nombre d'acteurs français sur le déploiement de la 1518, avec un objectif de mise au point collectif des solutions de chacun et un déploiement en 2023, sans doute, un déploiement assez fort en France. Donc ces groupes de travail, que ce soit Charin, Levy Rooming Foundation ou Mobena, nous permettent de définir, d'affiner la spécification des solutions pour la communauté. Nous travaillons donc dans des organisations de standardisation, mais ça nous positionne aussi sur un rôle d'expert technique aussi. Donc vous l'avez compris, nous sommes attentifs à la question de la gouvernance générale qui doit être maîtrisée derrière la 1518, mais aussi des solutions techniques.
voilà la position de JREV sur ces sujets-là. Rentrons dans le vif du sujet du plug and charge. Donc, qu'est-ce que c'est que le plug and charge dont on parle déjà depuis quelques minutes comment le mettre en place, que faut-il faire, comment ça fonctionne, qui est impliqué dans la mise en œuvre. Alors, le plug and charge, c'est simple. Tout est dans le titre. On plug, ça charge. Donc, c'est une nouvelle modalité pour les utilisateurs, un nouveau mode d'utilisation de l'infrastructure de recharge où il n'y a plus besoin de s'authentifier de façon ostensible et visible par l'utilisation d'un badge RFID ou par l'utilisation d'une appli smartphone. Comme l'indique le titre, on branche le véhicule sur la borne de recharge et la charge démarre. On plug, ça charge. C'est le plug and charge. Le plug and charge fait partie du standard 1518. Le standard 1518, comme on le voit sur ce slide à gauche, définit une communication, enfin les mécanismes de communication entre le véhicule et la borne de recharge, mais cette communication sert de support à plusieurs use cases. On peut utiliser ce terme-là, dont le plug and charge. Mais ce n'est pas le seul des cas d'emploi de la 1518. Il a aussi un grand intérêt dans la sphère du smart charging, du V2G. Il est compatible. La 1518 permet des recharges compatibles sur câble, sur induction. Mais aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est du use case du plug and charge, car c'est le plus emblématique et celui qui a qui est le plus visible par les utilisateurs au quotidien. Donc, le standard 1518, ça décrit une communication sécurisée entre le véhicule et le point de charge, et ça couvre plusieurs use cases, dont le plug and charge. Ce standard de la 1518, il a comme grand atout et élément fondateur l'établissement d'une communication entre le véhicule et la borne de recharge. Aujourd'hui, avant la 1518, si j'ose dire, on a une communication qui n'est pas de type échange de données, mais synchronisation entre la borne et le véhicule par des niveaux, des signaux électroniques, mais on n'a pas d'échange de données. Avec la 1518, on a un échange de données et cet échange a été conçu pour être hautement sécurisé. Sécurisé, ça veut dire que chaque acteur de la communication, le véhicule, la borne de recharge, va authentifier l'autre. On est sûr, le véhicule est sûr qu'il est sur une vraie bande de recharge opérée par un vrai CPO et pas un machin pirate qui essaye d'attaquer le véhicule. Et symétriquement, la bande de recharge sait que c'est un vrai véhicule qui a été construit par tel constructeur, qui a tel numéro d'identification et que ce n'est pas un système pirate qui essaye de déstabiliser la bande de recharge. Chaque acteur est authentifié. Et ça, c'est le premier socle de la sécurité. Le deuxième, c'est que l'ensemble des communications entre le véhicule et la bande de charge sont chiffrées au sens de crypté, et donc ce chiffrement rend l'échange d'informations complètement confidentiel et donc invisible par tout observateur, qu'il soit bien intentionné ou mal intentionné. Ces deux éléments-là, la vérification de l'authenticité et les conditions de confidentialité, sont les deux piliers de la sécurisation de cette communication de données. Sur cette communication de données sécurisée, on va pouvoir établir, on l'a vu, différents cas d'emploi, donc plug and charge, mais grâce à cette connexion sécurisée, on a une très forte amélioration de la sécurité des échanges de données entre le véhicule et la borne de charge et de tout ce qui en découle, y compris la problématique d'authentification de l'utilisateur, y compris, et du coup, par là même, la sécurisation des paiements, etc. Donc, il y a un très fort accroissement de la cybersécurité et il y a aussi, de façon symétrique, ça nous permet finalement, l'établissement de cette liaison sécurisée et de confiance, de rentrer dans des problématiques de smart charging au sens complet du terme, le pilotage intelligent de la charge, mais aussi dans une optique bidirectionnelle avec la fourniture par le véhicule d'énergie au réseau ou de services énergétiques au réseau. Bien sûr, le troisième volet, c'est celui de l'amélioration de l'expérience utilisateur avec le plug and charge. Je plug, ça charge, pas besoin de badge, pas besoin d'application smartphone. Et ça, c'est un très, très grand atout. C'est pour ces trois raisons-là qu'il nous semble très
important de dire que le plug and charge avec un 118 sont un atout pour l'électromobilité de demain. Et c'est pour cela que l'on défend au sein de la FIREV, de la PFA, le déploiement de ce standard. Et c'est aussi pour cette raison que nous, JREV, on a mis à disposition des services pour simplifier et pour rendre accessible à tous cette technologie. Le plug and charge, on a compris, on branche, ça charge. On va regarder un petit peu en détail comment ça fonctionne. Vous avez les étapes classiques qui sont représentées ici pour une action de recharge vue de l'utilisateur. On se positionne ici sur la vision de l'utilisateur. Il branche son véhicule. Il y a des mécanismes d'authentification qui enclenchent des mécanismes d'autorisation. Est-ce que la recharge doit être faite ou pas? Et si oui, bien sûr, la charge démarre. Si on regarde ce qu'on fait actuellement avec un badge RFID, qui est quand même le cas d'emploi, la modalité la plus importante, elle est quasi exclusive aujourd'hui sur les sessions de charge en charge publique, mais même au-delà. La modalité avec le badge RFID, il est décrit comme ici. Donc l'utilisateur branche son véhicule, puis la phase d'authentification, elle est basée sur le badge RFID lui-même. En fait, on considère que le client ou l'utilisateur de la session de charge est la personne qui est porteur du badge, et que donc c'est parce qu'il a ce badge qu'on est sûr qu'il est bien celui qu'il dit qu'il est. Donc toute la sécurité repose sur le badge, et on sait bien que le badge, c'est quelque chose qui peut se faire voler, c'est quelque chose qui peut se falsifier aussi. Mais dans le principe actuel, c'est bien comme ça que ça marche. La vérification est faite en base du badge, et du coup, l'autorisation est faite en badge du numéro du badge, que communément on appelle l'ID du badge, l'UID du badge, des fois on utilise ce terme-là aussi, qui est en fait le numéro du badge. Donc, c'est en base de ce numéro de badge qui va être échangé de système en système pour que finalement on puisse décider si oui ou non la charge est autorisée, et si elle l'est, on enclenche la session de charge. Dans le cadre du plug and charge, à droite sur ce slide, on a un mécanisme qui est assez similaire, je dirais, vue d'avion, mais qui porte une modification principale, c'est que l'authentification n'est pas faite en base du badge, il n'y en a même pas. Ce qu'on a vu, c'est un des caractéristiques du plug and charge, mais elle va être faite à plusieurs niveaux. D'abord, la borne de charge va vérifier que le véhicule est bien un véhicule, que ce n'est pas, comme je l'ai dit, un système qui risque de hacker la borne. De façon symétrique, le véhicule vérifie la borne de charge, l'authenticité. Puis, on va vérifier l'authenticité de l'utilisateur au travers de ce qu'on appelle son certificat de contrat. On va utiliser ici la méthode d'authentification par certificat, qui est la méthode utilisée dans le HTTPS, donc très très connue du monde de l'IT, que les informaticiens connaissent sous le terme de TLS et de SSL. Donc, on utilise ce principe des certificats qui est excessivement robuste, qui est l'état de l'art en termes de cybersécurité aujourd'hui, pour vérifier l'authenticité, je l'ai dit, du véhicule, de la borne et de l'utilisateur qui est dans le véhicule. De ce fait, cette authentification est absolument renforcée et du coup atteint des niveaux de robustesse très très forts, une très grosse difficulté à rompre ces mécanismes-là. Et du coup, l'autorisation ne se fait pas en base de l'identifiant du badge, mais en base de l'identifiant du contrat que l'utilisateur a avec son EMP et qui s'appelle l'IMID dans le standard. C'est une fois ce mécanisme d'autorisation qui est tout de même assez similaire, puisqu'il va jusqu'à l'opérateur de mobilité. Une fois cette autorisation donnée, eh bien, la charge démarre de façon classique. Donc, vous voyez que finalement, la grosse différence, elle est autour du process d'authentification. Et je le redis, l'authentification, c'est être sûr qu'on a bien affaire à la personne ou à l'acteur que l'on croit. Le mécanisme d'autorisation est modifié que très superficiellement par un changement sur l'information qui circule, mais le principe est le même. Donc, le plug and charge, on plug, ça charge, et finalement, c'est le véhicule qui identifie l'utilisateur et pas le badge, et ça améliore la robustesse.
Comment se passe cette vérification? On vient de le dire. La différence principale, c'est au niveau de l'authentification, hein, de cette vérification de qui sont les acteurs. Et finalement, on a dit que le point de charge authentifiait le véhicule, que le véhicule authentifiait le point de charge, et que le point de charge et le process d'autorisation vérifient la présence, enfin, le contrat de la personne qui est dans le véhicule. Ces contrôles se basent sur la technologie des certificats. Il y a donc finalement trois certificats. Un certificat dans le véhicule qui représente le véhicule, qui certifie que le véhicule est bien celui qu'il dit qu'il est. Ce certificat, dans la norme, dans le standard, il s'appelle Provisioning Certificate. On a utilisé ce terme-là, on l'a laissé en anglais dans cette présentation parce que c'est le vocabulaire officiel et donc ça vous permettra de vous raccrocher à la littérature sur le sujet. Le Provisioning Certificate, c'est donc le certificat du véhicule qui garantit que ce véhicule est bien un véhicule et pas un système de hacker. De façon symétrique, on a un certificat dans le point de charge qui s'appelle EVSE Certificate et qui garantit que le certificat est bien, que le point de charge est bien ce qu'il est. Et puis le troisième, c'est celui de l'utilisateur, plus exactement du contrat de l'utilisateur avec l'EMP, et lui aussi est dans le véhicule. Notez bien cette particularité, elle est dans le véhicule, ce qui permet d'ailleurs, on l'a vu au véhicule, d'assurer cette authentification vis-à-vis de la borne. C'est le véhicule qui donne à la borne cette information, un petit peu comme l'utilisateur donne à la borne son identifiant badge. Donc il est dans le véhicule, mais pour autant il représente l'utilisateur. Et cette particularité est importante dans la suite de la compréhension des mécanismes globaux. Très bien. Du coup, pour que tout ça, ça marche, eh bien, on a besoin que ces certificats soient bien présents dans les différents composants. Donc, vous allez voir, il y a trois étapes un peu importantes pour comprendre les mécanismes. La première, c'est quand on met en place les infrastructures. On parle ici d'infrastructure, bien sûr, l'infrastructure de recharge, mais aussi quand on prépare le véhicule. Finalement, du point de vue du véhicule, c'est lorsqu'on fabrique, dans l'usine de fabrication du véhicule, qu'on va installer dans ce véhicule le fameux certificat du véhicule. Je vous redis, il s'appelle Provisioning Certificate, mais quel que soit son nom, c'est celui qui représente le véhicule. Cette installation dans le véhicule, elle est faite dans l'usine qui fabrique le véhicule. Donc le constructeur automobile qui dans la littérature sur le sujet s'appelle OEM, constructeur automobile, est tout à fait impliqué dans la 1518 et dans le plug and charge. Il doit installer dans le véhicule ce certificat. De façon symétrique, on a la même chose dans le point de charge. Donc, dans le point de charge, il doit y avoir un certificat, c'est l'EVSE Certificate, et lui doit être installé au plus tard lorsqu'on déploie le point de charge sur le terrain. Donc, cette installation peut être faite dans l'usine de point de charge ou au moment de l'installation sur le terrain. Dans la littérature, on considère que c'est le CPO qui installe ce point de charge. En fait, il peut y avoir une collaboration entre le CPO et le fabricant, mais on ne va pas rentrer dans ce détail ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que ces certificats, ils sont produits sous l'autorité d'une autorité de certification, qui est un peu l'entité tout en haut de la chaîne de certification, et que ces autorités doivent être aussi décrites dans le véhicule et dans le point de charge. On y reviendra peut-être en fin de présentation. La deuxième étape, c'est lorsque le client va souscrire auprès de son EMP. Alors, soit il souscrit chez un nouvel opérateur, enfin, pour une nouvelle souscription, soit il va avoir son EMP avec lequel il est en contact depuis longtemps et lui dit, ben, moi maintenant j'ai un véhicule 1518, je voudrais que tu actives ces services. Toi, l'EMP, tu actives ces services pour moi. À ce moment-là, vous avez la première action, c'est le MSP doit fabriquer le certificat de contrat, puisque le certificat de contrat représente le contrat entre l'utilisateur et le MP, donc c'est le MSP qui le fabrique. Vous voyez ça à gauche sur le slide, et vous voyez tout à droite sur le slide le fait que le CPO participe à l'installation du contrat. On l'a vu, ce certificat de contrat, il doit être dans le véhicule. Vous vous rappelez, on a vu ça il y a 2 slides.
il doit être dans le véhicule. Or, il est fabriqué par l'EMP. Donc, il faut trouver un chemin qui va de l'EMSP jusqu'au véhicule pour installer ce certificat. Le chemin principal, celui qui est décrit par la norme, et c'est celui qui est représenté ici, c'est le MSP va mettre à disposition ce certificat auprès du CPO, et lorsque l'utilisateur va brancher le véhicule pour la première fois, le CPO va envoyer ce certificat à la borne, qui va l'envoyer au véhicule, qui va l'installer. Donc le chemin nominal, celui qui est décrit par la 1518, c'est le chemin EMP, CPO, CPO, point de charge, véhicule. Okay. Il y a un autre chemin qui passe par l'OIM, qui est l'EMP envoie au constructeur automobile. Le constructeur automobile l'envoie au véhicule qui l'installe. Ce deuxième chemin est tout à fait possible et il n'est pas décrit dans la norme ISO parce que le lien véhicule-borne n'est pas impliqué, mais il est tout à fait possible. Donc, ce process-là est très important. Il a lieu à la souscription et donc dans les bureaux de l'EMSP, en quelque sorte, hein, quand le client souscrit auprès de l'EMSP. Mais il a une petite partie aussi au moment de la première connexion du véhicule sur un point de charge. À la fin de cette étape numéro 2, nous avons donc le certificat de contrat qui est présent dans le véhicule. Donc, résumé des épisodes précédents. À l'épisode 1, on a installé le certificat véhicule dans le véhicule, le certificat de point de charge dans le point de charge, et à l'étape 2, on a installé le certificat de contrat dans le véhicule. Et maintenant, tout est prêt. L'étape numéro 3, c'est au moment de la recharge. Donc, on branche le véhicule. À ce moment-là, on voit bien que le véhicule va échanger avec le point de charge. Ils vont échanger ces informations d'authentification, on en a parlé tout à l'heure. Et le point de charge va du coup pouvoir poster une demande d'autorisation vers le CPO qui contient les informations issues du certificat de contrat. Donc on a, pardon, hop, j'ai passé un peu trop vite. Donc on voit ici la discussion entre le véhicule et le point de charge qu'on a bien décrit tout à l'heure. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en aval, la demande d'autorisation est classique du point de charge vers le CPO, du CPO vers le MP et retour de l'EMP vers le CPO et vers le point de charge pour donner le go ou no go. Donc il y a là aussi le besoin que le CPO et le MP modifient leur solution, prennent en compte cette nouveau mode d'autorisation. Je le redis, les principes sont les mêmes qu'avec un badge RFID. Les échanges sont tout à fait similaires, mais au lieu de se baser sur l'identifiant du badge, ils se basent sur l'identifiant du contrat. Voilà, donc ces 3 étapes, des étapes de préparation en usine, puis des étapes lors de la souscription de l'EMP, et puis la dernière étape à chaque session de recharge. Vous l'avez donc compris, pour déployer le plug and charge, la 1518, il va falloir fabriquer ces différents certificats par le constructeur automobile, par le CPO, par le MSP, et faire appel donc à de la technologie qui est certes standard, mais qui nécessite des compétences et des moyens techniques un peu particuliers. Je vais vous présenter quelques éléments sur comment nous, JREV, nous vous proposons de vous aider dans ces activités-là. On l'a compris, déployer plug and charge pour un opérateur, pour un CPO, pour un fabricant de bornes, pour un constructeur automobile, pour un EMSP, c'est un projet. C'est un projet qui n'est pas si simple. Il y a de la modification des systèmes d'information, bien sûr, mais il y a aussi de la modification de processus industriels hein, pour les fabricants de bornes et fabricants de véhicules, ou processus organisationnels pour les EMSP. Et puis, il y a aussi des choix à faire sur l'implémentation des solutions, y compris en termes de gouvernance. Quelles sont les autorités de certification que moi, acteur, je veux reconnaître, en qui j'ai confiance? C'est ça la question. Quelles sont les autorités en qui j'ai confiance et à quelle autorité je vais accrocher ma chaîne de confiance? Toutes ces questions-là, qui sont des questions de gestion de projet, mais aussi de positionnement stratégique des acteurs, sont des questions un peu compliquées qui tiennent l'organisation et la gouvernance.
d'où l'importance que l'on a donnée, nous, à ces réflexions de gouvernance. Et donc, nous sommes tout à fait en mesure de vous accompagner, de vous assister sur le plan, bien sûr, de la formation comme aujourd'hui, mais aussi sur l'aide à la prise en compte de ces questions-là sur le plan stratégique. Évidemment, on l'a dit, concrètement, à un moment, il va falloir fabriquer des certificats. Alors, fabriquer des certificats, c'est une chose technologique, c'est une action ponctuelle, mais en fait, un certificat, il est rapidement obsolète. Ici, pour les certificats de contrat, on parle d'une obsolescence au bout de 6 mois, enfin d'une durée de vie de 6 mois. Donc, en fait, générer du certificat, c'est générer du certificat, puis de recommencer tous les 6 mois. Donc, il y a une activité récurrente. Deuxièmement, le certificat, une fois qu'il est généré, il faut pouvoir supporter les requêtes de vérification de sa validité, donc les requêtes plutôt temps réel. Donc, il y a tout un cycle de vie derrière le certificat. Et cette génération, ce cycle de vie, eh bien, ce sont des technologies qui sont connues, de chiffrement. Les certificats sont normalisés, on parle de l'ISO X509, etc. Donc, tout ça est décrit, mais nécessite quand même une technologie qui est assez sophistiquée, y compris du hardware particulier. Nous avons choisi, nous, d'établir un partenariat avec Thales, qui est un des spécialistes mondiaux des technologies de cybersécurité et du chiffrement, de façon à mettre à disposition au travers de nos services le plus haut niveau de certification et les standards du marché sur ce sujet-là, en profitant de la technologie Thales. Donc, sur cette fonction-là, vous avez en même temps la connaissance et l'expertise de l'électromobilité que l'on apporte et la conception de services qui sont adaptés aux CPO, aux EMP, aux constructeurs automobiles, etc. Et en même temps, l'excellence de la technologie de Thales. Donc, nous délivrons des services pour générer et assurer le cycle de vie des certificats. Il y a aussi un autre sujet que l'on a survolé très rapidement, qui est les mécaniques qui pose la question des mécanismes de communication entre les acteurs pour s'échanger des informations et qui, dans la littérature, s'appelle la gestion des pools. La gestion des pools, c'est le terme utilisé pour assurer les échanges d'informations entre CPO et EMP, CPO et OIM, OIM et EMP. MSP, pardon. Donc, nous sommes, dans la droite lignée de nos activités de roaming et d'interopérabilité, et donc de fournir des services d'échange d'informations, nous sommes en mesure de délivrer ces services de gestion de pool pour assurer l'échange d'informations. Au même titre que l'on met à disposition pour les CPO d'échange d'informations vers les EMP pour le roaming, on fera la même chose pour le volet du plug and charge, pour les EMP, pour les CPO, et ici pour les OEM, les constructeurs automobiles aussi. Donc, au travers de cette gestion de pool, on apporte un service qui est le prolongement de ce qu'on a déjà, à savoir un opérateur se connecte à notre pool et au travers de ce pool, il va être en contact avec l'ensemble des EMP de la planète et l'ensemble des OEM aussi de la planète, et donc être capable de délivrer les services de la 1518, quelle que soit la borne de charge, quel que soit le MP, quelle que soit la marque du véhicule. Bien sûr, une fois que tout ça est établi, les utilisateurs vont utiliser le plug and charge. Il va y avoir des sessions de charge qui vont circuler sur la plateforme, je veux dire, y compris au sens du roaming actuel. Nous sommes déjà compatibles de ces sessions de charge qui seraient déclenchées dans le mode plug and charge. On l'a dit tout à l'heure, la génération de certificats, le cycle de vie, on utilise la solution, on embarque à l'intérieur de notre technologie, la technologie Thales, et ce binôme que l'on fait avec Thales nous permet d'apporter le meilleur de l'électromobilité et avec le meilleur de la techno de chiffrement. Nos solutions s'appellent Trust et elles sont donc basées sur ce binôme. Je l'ai dit au début de la présentation, on attache une très grande importance à la gouvernance et au fonctionnement de l'écosystème. Et depuis 2018, nous poussons des principes simples à comprendre, mais qui sont pourtant qui nous paraissent cruciaux et qu'il est nécessaire de défendre. Et c'est aussi un message que je voulais vous passer aujourd'hui.
Nous poussons une vision du monde qui est basée sur un marché ouvert, à savoir sur la multitude des acteurs, que tout acteur puisse rentrer et tout acteur puisse sortir s'il le souhaite, qui soit libre et qui soit robuste et juste. Euh, Ces mots-clés-là, évidemment, ont une vocation à enthousiasmer tout le monde, mais ils se déclinent concrètement sur la mise en place de règles de gouvernance qui évitent toute situation monopolistique. Alors, évidemment, on peut accepter des situations monopolistiques par des acteurs publics, hein, des acteurs gouvernementaux ou européens, etc. Mais ce n'est pas l'hypothèse qui se dessine. Donc, on évite toute situation monopolistique. Tout rôle doit pouvoir être joué par plusieurs acteurs. On retrouve le terme d'ouvert. Et il faut que ces acteurs fournissent des services qui sont complètement interopérables, de façon à ce que les utilisateurs, mais aussi les CPO, les EMP, etc., puissent trouver le meilleur fournisseur de services et puissent en changer. Qu'il n'y ait aucun mécanisme de verrouillage de la relation client-fournisseur ou partenariale, pas de monopole, donc on l'a dit, pas de verrouillage, et que finalement les utilisateurs puissent choisir leurs EMSP, quel que soit le véhicule qu'ils ont acheté, et inversement d'ailleurs, qu'on puisse choisir son véhicule, qu'on puisse choisir son EMSP en toute liberté, y compris d'ailleurs de choisir de ne pas en avoir de MSP. Cette notion d'interopérabilité, de suppression des monopoles nous permet d'améliorer la sécurité générale de l'écosystème. Évidemment, une situation monopolistique est toujours problématique en termes de sécurité, parce que si ce monopole s'écroule, tout s'écroule. Donc, on améliore ainsi la sécurité, on améliore la satisfaction du client, on réduit les coûts par l'interopérabilité et la standardisation. Et en fait, par l'accès libre pour des nouveaux entrants, on favorise l'agilité et l'innovation. Et ces éléments nous paraissent clés pour l'avenir du plug and charge et de l'électromobilité en général. Je vous remercie. On a fait ici le parcours complet sur ce qu'on voulait vous montrer, à savoir comment marche le plug and charge, quelle est la relation ou la dépendance entre le plug and charge et 1518, ainsi que nos orientations en termes de gouvernance et les modalités que l'on